Qu'est-ce qui fait que la connexion avec quelqu'un d'évitant s'effondre progressivement, même lorsque les sentiments sont toujours présents? Ce qui détruit la connexion n'est pas toujours facile à percevoir. Cela se cache dans les moments ordinaires, une question, un ton, un besoin, qui transforment lentement la connexion en résistance. Cela commence lorsque le rythme entre deux personnes cesse de correspondre. Une personne cherche la proximité pour se sentir calme, tandis que l'évitant commence à se retirer pour ressentir la même chose. Au début, cela semble minime, des réponses plus courtes, moins de contact visuel, un ton neutre là où il y avait de la chaleur, mais ces petits changements s'accumulent. Ce qui détruit lentement la connexion avec une personne évitante n'est ni le rejet ni le manque d'intérêt, c'est la surveillance émotionnelle. Lorsque chaque pause, silence ou délai est examiné pour y déceler un sens caché, la relation cesse de sembler naturelle et commence à sembler observée. L'évitant commence à vivre l'interaction ordinaire comme une surveillance, où l'attention se transforme en évaluation. Cette tension silencieuse fait que même les moments neutres ressemblent à de la pression. Chaque tentative de réparer la proximité dans ces conditions augmente la résistance au lieu de la diminuer. Le lien ne se brise pas par le conflit, mais par l'épuisement constant de tenter de se sentir en sécurité de manières opposées. Lorsqu'une personne évitante sent que la proximité s'intensifie, elle ne planifie pas une sortie, elle s'ajuste. Elle réduit le contact, évite les conversations profondes ou reste sur des sujets sûrs. Pour son partenaire, cela ressemble à du désintérêt. Pour elle, cela ressemble à de l'équilibre. Elle n'essaie pas de blesser qui que ce soit, elle essaie de respirer. Mais ces mêmes actions font que l'autre personne se sent abandonnée. Ce qui était censé apporter le calme se transforme lentement en silence. Le schéma se répète. Une personne se rapproche, l'autre s'éloigne. Plus l'une poursuit, plus l'autre se cache. Chaque côté réagit à ce que l'autre fait, et la distance continue de grandir. Parce qu'il n'y a pas de conflit ouvert, les deux croient qu'ils essaient toujours. Mais ce qui se passe réellement est une négociation silencieuse de sécurité. L'un se sent en sécurité par le contact, l'autre par l'espace. Sans conscience, les deux perdent le terrain d'entente. Au fur et à mesure que cela continue, même la communication simple commence à sonner tendue. Les questions normales portent des significations cachées. Chaque mot semble chargé. L'évitant lit l'émotion comme de la pression et la pression comme du risque. Ce qui semblait naturel semble maintenant lourd. Le lien demeure en surface, mais l'échange émotionnel s'estompe. La plupart des gens voient cette étape et pensent que l'évitant a cessé de se soucier. En réalité, sa capacité pour la proximité s'épuise. L'erreur consiste à continuer de parler, d'expliquer ou de demander de la clarté. Cela ajoute plus de poids à un système déjà tendu. La véritable réparation ne commence pas par plus de conversation, elle commence en abaissant l'intensité. Lorsque les deux peuvent faire une pause, écouter et donner de l'espace, la connexion redevient possible. Comprendre ceci ne concerne pas le jugement. Il s'agit de voir comment les schémas fonctionnent. Une fois que vous remarquez le rythme, proximité et retrait, vous pouvez cesser de pousser contre lui. Créer une pause ne signifie pas perdre quelqu'un, c'est donner au lien une chance de respirer. La distance cesse d'être une menace et devient une partie de la façon dont la connexion survit. Les évitants brisent rarement la connexion par de grandes disputes. Cela se produit silencieusement, par le contrôle de la proximité. Lorsque l'énergie émotionnelle semble trop élevée, ils commencent à limiter le contact. Ils n'annoncent pas ce changement, ils ajustent simplement les habitudes. Moins de messages, des conversations plus courtes, moins de partage. Le partenaire voit souvent cela comme un rejet, mais c'est vraiment la façon de l'évitant de rester stable. Lorsque la relation semble lourde, reculer ressemble à de la protection. Ce changement est difficile à remarquer car il se construit lentement. L'évitant reste poli, répond aux questions et se présente, mais la chaleur a disparu. Il gère l'interaction au lieu de la vivre. Le partenaire sent que quelque chose manque et essaie plus fort. Demande, tend la main, explique. Mais chaque nouvel effort ressemble à de la pression pour l'évitant, qui se retire alors davantage. Ce qui ressemble à du soin d'un côté ressemble à une exigence de l'autre. Le problème n'est pas l'intention, c'est l'interprétation. L'évitant n'essaie pas de punir. Il prend ses distances pour garder les choses prévisibles. La proximité qui avance trop vite semble dangereuse parce qu'elle apporte l'incertitude.
Une fois que le rythme devient imprévisible, il réduit le contact émotionnel pour restaurer l'ordre. Ce qui suit est un schéma. Plus une personne tend la main, moins l'autre répond. Avec le temps, cela change la façon dont l'évitant voit la relation. Le partenaire devient un signal de stress, pas de confort. Même les gestes gentils peuvent ressembler à une intrusion. Lorsque cela se produit, le partage émotionnel se ferme presque complètement. La connexion existe toujours dans la forme, message, plan, routine, mais pas en profondeur. À ce stade, de nombreux partenaires commencent à chercher des réponses. Ils demandent ce qui a mal tourné, pourquoi la communication semble froide ou comment y remédier. Mais poser ces questions dans cet état maintient le cycle en vie. La vraie solution est comportementale. Ralentir, cesser de poursuivre et créer un espace qui ne ressemble pas à de la pression. Seulement dans cet environnement plus calme, un évitant peut-il se réengager sans se sentir piégé. Au fur et à mesure que l'évitant se retire, le partenaire ressent l'absence immédiatement. Le silence ne semble pas neutre, il semble dangereux. Pour quelqu'un qui a besoin de proximité pour se sentir stable, l'absence de retour active, l'incertitude. Il commence à tout observer. Combien de temps les messages prennent à arriver, comment l'évitant parle, comment son ton change. Chaque délai devient un signe de perte. Cette hyperattention conduit souvent à des comportements destinés à restaurer le contact, des explications plus longues, du partage émotionnel, vérifier ou chercher de la réassurance. Pour l'évitant, ces mêmes actions confirment le besoin de créer encore plus de distance. Il lie l'intensité comme de l'instabilité et l'instabilité comme du risque. Alors, ce qui a commencé comme un petit déséquilibre se transforme en un échange circulaire. La poursuite crée le retrait crée la poursuite. La connexion est maintenant gouvernée par la réaction, pas le choix. Les deux essaient de trouver l'équilibre, mais dans des directions opposées. Plus l'un insiste sur la clarté, plus l'autre cherche le silence. Ce schéma semble souvent invisible de l'intérieur. Le partenaire anxieux croit qu'il règle le problème. L'évitant croit qu'il protège la relation du débordement émotionnel. Chacun agit logiquement selon ce que la sécurité signifie pour lui. Mais la logique émotionnelle ne s'aligne pas. L'un définit l'amour par la proximité, l'autre définit la sécurité par l'espace. Cette simple différence, laissée non vérifiée, démantèle silencieusement la confiance. Lorsque ce cycle se répète, le climat émotionnel change. La communication devient stratégique plutôt que spontanée. Le partenaire anxieux mesure ses mots pour éviter de déclencher le retrait. L'évitant calcule ses réponses pour éviter la confrontation. Les deux perdent l'authenticité. Les moments qui construisaient autrefois la connexion servent maintenant à gérer le risque. Cette autocensure graduelle est l'un des signes les plus clairs que la connexion est remplacée par un comportement de survie. Avec le temps, cette dynamique affecte la perception. Le partenaire qui poursuit commence à se sentir responsable de maintenir le contact, tandis que l'évitant commence à voir l'interaction comme du travail. Chaque conversation devient une négociation de confort plutôt qu'un échange de présence. Plus cela continue, plus les deux commencent à associer la relation avec la tension au lieu du soulagement. La connexion cesse d'être une source de stabilité et devient un système qui nécessite constamment de la gestion. C'est généralement l'étape où la frustration commence à faire surface. Le partenaire se demande pourquoi montrer du soin semble empirer les choses. L'évitant se demande pourquoi son besoin d'espace n'est jamais respecté. Les deux ont raison dans leur cadre de référence, mais les deux manquent le langage partagé qui pourrait interpréter l'intention avec précision. Sans ce pont, chaque geste est mal interprété. Le côté anxieux interprète le calme comme du détachement. L'évitant interprète l'émotion comme de la pression. Briser cette boucle ne se produit pas par l'explication, cela se produit par le comportement. La poursuite doit s'arrêter pour que l'espace retrouve un sens, et l'espace doit cesser d'être utilisé comme défense pour que le contact se sente à nouveau sûr. C'est le paradoxe. Les deux veulent la proximité mais la définissent différemment. Lorsque l'un ou l'autre côté essaie de convertir la façon de se réguler de l'autre, le système s'effondre. Ce qui est nécessaire n'est pas plus d'effort, mais une recalibration du rythme, plus lent, plus simple, plus silencieux. La connexion avec un évitant grandit dans le calme, pas dans la vitesse. Lorsque le schéma se stabilise, les deux côtés commencent à s'adapter inconsciemment. L'évitant
apprend que le calme est préservé en gardant l'émotion contenue et le partenaire apprend qu'exprimer l'émotion a un coût. Ce qui était autrefois ouverture devient calcul. Ils communiquent toujours, mais l'échange sert la fonction, pas la connexion. Ce n'est plus « nous », mais une série d'interactions gérées, conçues pour éviter l'inconfort. Cette adaptation silencieuse est subtile, ce qui la rend dangereuse. Chaque personne croit qu'elle préserve la paix, pourtant les deux réduisent en réalité l'authenticité. L'évitant mesure ce qui peut être dit sans déclencher de questions. Le partenaire mesure combien d'émotions peut être montré sans causer de retrait. Ces ajustements constants remodèlent l'atmosphère. La relation cesse d'évoluer. Elle commence à orbiter autour du problème. Avec le temps, l'évitant commence à se sentir de plus en plus responsable de gérer la distance, tandis que le partenaire se sent responsable de maintenir le contact. Les deux portent des rôles qu'ils n'ont jamais acceptés, mais qu'ils accomplissent maintenant instinctivement. Lorsque ces rôles se solidifient, la spontanéité disparaît. Chaque geste est interprété plutôt que reçu. Même les petits actes d'affection commencent à porter l'histoire, des rappels de ce qui fonctionnait autrefois ou des avertissements de ce qui a échoué. À ce stade, le soin est mal compris. Un message gentil peut sembler intrusif. Une question destinée à connecter peut sonner comme du contrôle. L'évitant réagit non pas aux mots eux-mêmes, mais à l'attente qu'ils représentent. Il associe la proximité à la pression et commence à minimiser les opportunités d'exposition émotionnelle. Pendant ce temps, le partenaire se sent puni pour avoir pris soin, menant à la confusion et à la culpabilité. Les deux se protègent maintenant eux-mêmes plutôt que le lien. Cette phase est souvent quand les gens disent que la connexion semble différente. Ce n'est pas l'absence, c'est la tension masquée comme du calme. La communication se produit toujours, mais elle manque de mouvement émotionnel. Il y a coopération sans chaleur, présence sans engagement. L'évitant se sent en sécurité mais pas proche. Le partenaire se sent connecté mais pas en sécurité. Aucun n'a complètement tort. Ils utilisent simplement des définitions opposées du confort. Dans cet état, même la réassurance bien intentionnée perd de la valeur. L'évitant ne fait plus confiance au confort qui dépend de l'émotion. Le partenaire ne se sent plus stable sans elle. Chacun commence à chercher la validation dans différentes directions, l'un par l'autonomie, l'autre par l'attachement. Cette divergence draine lentement le champ relationnel. Ce qui reste est la politesse, la structure et l'illusion de stabilité. Si rien n'interrompt cette phase, le désengagement émotionnel se normalise. Les deux se disent que c'est comme ça que sont les choses. Mais sous la surface, le système se ferme. L'énergie autrefois utilisée pour la connexion est redirigée vers la protection. Plus cela continue, plus il devient difficile de réintroduire l'ouverture. La confiance ne disparaît pas, elle devient inactive. Et sans confiance active, la connexion ne peut pas grandir. Reconnaître cette étape est critique parce que les comportements semblent raisonnables. Personne n'est en colère, personne ne part. Pourtant, l'absence de conflit visible cache la présence d'un effondrement silencieux. Ce qui détruit la connexion à ce stade n'est pas la négligence, c'est la routine, prévisibilité sans présence, ordre sans participation émotionnelle. Le seul remède est la perturbation, non la confrontation, mais l'imprévisibilité douce. De petits moments authentiques qui rappellent aux deux côtés que sécurité et chaleur peuvent coexister. Une fois que les deux côtés s'installent dans ce calme géré, quelque chose commence à s'estomper, la réactivité émotionnelle. L'évitant devient confortable dans la neutralité et le partenaire s'adapte pour y survivre. La relation devient efficace mais creuse. Les conversations sont gérées comme des tâches, claires, polies et brèves. Il n'y a pas de conflit visible, ce qui peut être confondu avec la paix. Mais ce qui manque est la vitalité, l'échange spontané d'attention qui rendait autrefois la connexion naturelle. Le partenaire s'ajuste souvent en premier, il commence à s'auto-éditer. Les sujets autrefois partagés facilement semblent maintenant risqués. Il filtre ses émotions avant de les exprimer, choisissant la neutralité pour éviter la tension. L'évitant interprète cette retenue comme une amélioration. Enfin, les choses semblent plus faciles. Mais ce qui ressemble à l'harmonie est en réalité un retrait déguisé. Lorsque les deux côtés cessent de montrer de l'émotion, la communication perd sa texture.
tout devient plat, contrôlé, prévisible. Pour l'évitant, la prévisibilité apporte le soulagement, mais aussi la distance. Sans variation émotionnelle, il perd les points de référence pour l'intimité. Le calme du partenaire ne semble plus paisible, il semble vide. Pourtant, il le nomme rarement comme tel. Au lieu de cela, il rationalise « nous sommes stables maintenant ». Cette mauvaise interprétation prolonge la déconnexion. Les deux ont appris à confondre l'absence de tension avec la présence de connexion. Au fur et à mesure que cela continue, l'engourdissement émotionnel s'installe. L'évitant ne se sent plus en danger, mais il ne se sent pas non plus touché. Le partenaire ne se sent pas rejeté, mais il ne se sent pas non plus reçu. Le système a atteint l'équilibre en fermant l'échange émotionnel. Ce n'est plus le conflit qui menace le lien, c'est l'indifférence. La destruction est complète lorsque les deux peuvent s'asseoir ensemble et ne sentir rien bouger à l'intérieur. À ce stade, le partenaire peut commencer à tester de petites tentatives de reconnexion, un compliment, un souvenir, une tentative d'humour. L'évitant répond souvent poliment, mais sans engagement. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du détachement façonné par l'habitude. Il s'est entraîné à rester dans des limites émotionnelles qui garantissent la stabilité. La chaleur semble maintenant être une variable qu'il ne peut pas contrôler, alors il la régule vers l'extérieur. Le partenaire perçoit cela, mais ne peut pas trouver le langage pour le décrire. Il sait seulement que quelque chose d'essentiel s'est tu. Cette étape est rarement explosive, c'est le long silence avant l'effondrement. Les deux croient qu'ils font ce qu'il faut en gardant les choses calmes, mais le calme est devenu l'ennemi de la croissance. Ce qui soutient la connexion n'est pas l'intensité, c'est le mouvement. Les relations ont besoin de rythme, des moments de proximité et de séparation, d'expression et de repos. Lorsque ce rythme s'arrête, le lien perd sa circulation. L'évitant se sent soulagé par le calme, sans se rendre compte qu'il se transforme lentement en déconnexion. L'indicateur clé ici n'est pas la distance, c'est l'immobilité. L'immobilité qui ne restaure pas, mais stagne. La relation peut sembler intacte, mais l'énergie qui nourrit la connexion a été redirigée vers le contrôle. La réparation est toujours possible, mais elle nécessite du contraste. Quelqu'un doit réintroduire le mouvement sans pression. De petits signes de spontanéité, une remarque légère, un geste inattendu, une pause sans explication, peuvent commencer à perturber l'engourdissement. L'objectif n'est pas d'exiger la proximité, mais de rappeler au système que la vie émotionnelle existe toujours entre deux personnes. Sans cette douce perturbation, l'évitant s'adapte de façon permanente à la neutralité émotionnelle. Le partenaire finit par suivre, non par paix, mais par fatigue. Et c'est ainsi que la plupart des liens évitants se terminent, non par dispute ou trahison, mais par l'habitude silencieuse que la sécurité remplace la connexion. Ce n'est pas le rejet qui y met fin, c'est l'absence de mouvement. La récupération commence au moment où l'intensité est remplacée par la clarté. L'évitant ne peut pas se connecter par la pression, mais il peut se réengager par la prévisibilité qui semble à faible risque. La sécurité émotionnelle, pour lui, n'est pas créée par de grands gestes ou de longues conversations. Elle se construit par la cohérence sans exigence. Ce qui le rapproche n'est pas la poursuite, mais la stabilité. Le défi du partenaire est de reconstruire le rythme sans attente, de laisser l'espace exister sans l'interpréter comme un rejet. Ce changement commence par le comportement, non la discussion. Les mots sur la confiance ou la communication ajoutent souvent du poids à une dynamique déjà surchargée de sens. Au lieu de cela, de petites actions cohérentes, être fiable, calme et non réactif, commencent à abaisser le système d'alerte interne de l'évitant. Une fois que l'environnement semble à nouveau stable, il commence à participer plus naturellement. Non parce qu'il est convaincu, mais parce que la sécurité est silencieusement revenue. L'évitant ne fait pas confiance à l'intensité, mais il remarque les schémas. Lorsque l'interaction reste stable dans le temps, son attention se rouvre. Il commence à initier de nouveau de petits moments de contact, des textos brefs, des tâches partagées, une collaboration pratique. Ces gestes peuvent sembler minimes, pourtant ils signalent quelque chose d'important. La rentrée émotionnelle. Pour le partenaire, cela nécessite de la retenue. Accepter les petits pas comme du progrès, non comme de l'hésitation. Chaque échange neutre cohérent reconstruit un sentiment de contrôle qui permet à la connexion de grandir. Pourtant, le plus grand risque à ce stade est l'impatience. Après de longues périodes de distance,
Le partenaire essaie souvent d'accélérer la proximité une fois que des signes d'amélioration apparaissent. Cette accélération répète l'erreur originale. L'évitant lit l'intensité renouvelée comme le retour de la pression et se retire à nouveau. Il est essentiel de comprendre que la connexion avec un évitant se développe par le rythme, non par la persuasion. Plus elle avance lentement, plus elle devient forte. Reconstruire la confiance avec un évitant n'implique pas de réassurance par les mots. Elle se démontre par la constance. La prévisibilité émotionnelle devient la preuve de sécurité. Lorsque l'évitant voit que l'affection ou la présence ne mène pas à l'escalade, il commence à associer la proximité au soulagement au lieu du risque. À ce moment-là, l'intimité authentique peut réapparaître, subtile, silencieuse, mais réelle. Pour le partenaire, ce processus nécessite un détachement du résultat. L'objectif n'est pas de les faire s'ouvrir, mais de rétablir un environnement où l'ouverture est volontaire. Lorsque le contrôle est retiré, la participation devient naturelle. La connexion ne peut pas être exigée, elle ne peut qu'être invitée. Et les invitations nécessitent un timing calme, des gestes qui sont ressentis comme optionnels plutôt qu'obligatoires. Cette approche change la définition de l'effort. Le véritable effort dans cette dynamique n'est pas la poursuite, c'est maintenir le calme lorsque le silence apparaît. C'est montrer de l'intérêt sans urgence et de la présence sans persuasion. Ces comportements créent l'espace pour que l'évitant teste la proximité sans craindre d'être consumé. Une fois qu'il confirme que la proximité n'efface pas l'autonomie, son engagement s'approfondit naturellement. Ce qui détruit la connexion n'est pas la distance, mais le sens qui lui est attribué. Lorsque la distance est traitée comme une menace, la pression remplace la curiosité. Mais lorsque la distance est traitée comme un rythme, une partie de la façon dont la connexion respire, l'évitant commence à se détendre en elle. Ce changement transforme le silence d'un mur en une pause. L'espace qui semblait autrefois vide redevient neutre, et de la neutralité, la proximité peut grandir. Comprendre cette dynamique concerne moins la réparation de l'évitant que le raffinement du système. La connexion n'est pas un état permanent, c'est un équilibre mobile d'espace et de contact. Lorsque les deux personnes cessent de traiter ces mouvements comme des urgences, la relation se stabilise sans contrôle. Le lien devient durable parce qu'aucun ne doit sacrifier sa façon de se sentir en sécurité pour le maintenir. La connexion durable avec un évitant ne dépend pas de l'intensité, elle dépend de la constance. La relation reste stable seulement lorsque les deux personnes comprennent la différence entre le mouvement et la perturbation. Le mouvement garde le lien vivant. La perturbation le submerge. La façon de l'évitant de rester connecté passe par la modération, rythme prévisible, faible réactivité et transparence émotionnelle sans urgence. La croissance du partenaire réside dans l'apprentissage de rester ancré même lorsque la distance apparaît. Lorsque ces deux ajustements se rencontrent, un équilibre silencieux se forme. L'évitant ne vit plus la proximité comme une perte de contrôle, et le partenaire ne vit plus l'espace comme un abandon. L'interaction cesse de tourner autour de la peur et commence à tourner autour du rythme. Les deux commencent à voir que la connexion n'est pas une présence constante de l'autre, mais la disponibilité cohérente de sécurité. Cette intuition transforme la relation d'un système réactif en un système réceptif. La façon la plus efficace de maintenir cet équilibre passe par la conscience. Au moment où l'intensité émotionnelle commence à grimper, l'attention doit passer de convaincre à calmer. L'évitant ressent la connexion par la fiabilité, non la répétition d'affection. La fiabilité signifie faire ce qui est dit, respecter la pause et répondre de manière mesurée. Pour le partenaire, cela peut sembler contenu au début, mais c'est l'environnement dans lequel la connexion authentique prospère. La proximité durable n'exige pas que l'évitant change son tempérament fondamental. Elle exige seulement que les deux comprennent comment leurs différences interagissent. Lorsque l'espace est respecté et que l'émotion est exprimée de façon responsable, la tension diminue des deux côtés. La confiance devient alors un sous-produit de la répétition, non de la réassurance. De petites expériences cohérentes de sécurité construisent plus de connexion que l'intensité émotionnelle ne pourrait jamais le faire. L'évitant commence à participer plus librement une fois que la pression de répondre disparaît. Son calme n'est plus lu comme du détachement, et son silence ne semble plus une punition.
Le partenaire apprend que la présence n'a pas besoin d'être constante pour être sécurisante. Cette reconnaissance mutuelle marque le tournant de gérer la relation à l'habiter. Ce qui détruit la connexion est l'échec à s'adapter à la différence. Ce qui la soutient est la discipline de la conscience. Chaque personne doit connaître son rythme, quand s'approcher, quand faire une pause et comment interpréter le silence avec précision. Lorsque ces rythmes se synchronisent, même partiellement, la dynamique cesse d'être un conflit de besoins et devient un équilibre d'énergie. Les relations avec des évitants ne sont pas fragiles par nature, elles sont précises. Elles nécessitent une attention au rythme, au ton et au timing. Elles récompensent la cohérence et punissent l'impulsivité. Mais une fois comprises, elles offrent un type différent de stabilité, calme, stable, autorégulé. L'évitant n'a pas besoin d'être changé. Il doit sentir que la proximité ne lui coûtera pas son autonomie. Le partenaire n'a pas besoin de supprimer l'émotion. Il doit l'exprimer de manière qui maintienne la sécurité. La connexion avec un évitant survit lorsque les deux choisissent le rythme plutôt que la réaction. Plus l'atmosphère est prévisible, plus la confiance devient profonde. Et lorsque la sécurité est restaurée, l'affection revient naturellement, non comme une performance, mais comme une aisance. C'est ainsi que la distance émotionnelle cesse de s'étendre et commence à respirer à nouveau. Si vous reconnaissez ces schémas dans votre propre expérience, prenez un moment pour réfléchir avant de réagir. Demandez-vous si le comportement que vous observez est un rejet ou une régulation. Cette distinction change tout. Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre perspective aide les autres à comprendre la leur. Et si ce contenu vous a apporté de la clarté, envisagez de liker et de vous abonner pour plus d'informations sur les schémas émotionnels et les dynamiques relationnelles. Merci d'avoir regardé.